Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je vais dire la même phrase que ce que tout le monde a dit en démarrant sa présentation. Je te remercie pour l'invitation à présenter une partie des travaux qui sont faits au sein de l'équipe dans laquelle je travaille. Et effectivement, moi, je vais vous parler de matériaux à base de protéines. Et vous allez voir que principalement, ces matériaux, on va les manger. Donc, si vous voulez tout savoir sur comment faire un bon fromage ou comment faire des bons yaourts, je vais vous donner tous les trucs et astuces et vous ne pourrez plus jamais les rater. Alors, à la base, effectivement, comme Sébastien l'a montré, depuis pas mal d'années, l'homme a su utiliser des matériaux protéiques à son avantage. Et là, je vous ai fait des petites illustrations de ce qui a été utilisé pendant pas mal de temps. Donc, vous avez le Bombix du Murier qui est capable de faire un conco. Et c'est un seul fil de soie. Et donc, on est capable, une fois que le ver a tissé ce cocon, de malheureusement tuer le ver et de récupérer le fil de soie. Et l'araignée, elle fait exactement la même chose. Et là, il y a déjà quelque chose d'assez fascinant à voir, c'est-à-dire qu'en fait, que ça soit le ver ou que ça soit l'araignée, eh bien, elle démarre d'une solution pas très visqueuse, elle est capable d'en faire un fil, et en tirant sur le fil, elle va générer une organisation particulière des protéines sous forme de petits cristaux, et c'est ça qui va apporter la tenue mécanique absolument remarquable du fil de soie. Et donc, l'homme, lui, il a été capable de récupérer ce fil, de le tisser et de faire des tissus qui vont avoir des propriétés mécaniques assez intéressantes, qui, à cause de la cristallinité de la protéine, vont avoir aussi un petit peu un aspect esthétique joli, et puis surtout qui vont avoir des propriétés thermiques assez intéressantes. Ceux qui ont connu les trains de nuit avec les sacs à viande faits en soie savent de quoi je parle. Alors, d'autres matériaux qui ont été beaucoup utilisés à base de protéines, c'est typiquement les kératines qui proviennent des laines des animaux. Et puis, cette kératine, on la retrouve également dans le cuir. Et donc, longtemps, on s'est satisfait de ce que la nature pouvait nous donner. Mais avec, comme l'a dit Sébastien, une population croissante, des usages industriels de plus en plus importants, on s'est rendu compte que toutes ces sources de matériaux, elles n'étaient pas suffisantes pour tout ce qu'on voulait en faire. Donc, on s'est tourné vers des polymères synthétiques. On a essayé de trouver des polymères qui ressemblaient, en termes de propriétés mécaniques et de propriétés tout court, à ces trois aspects-là. Et la chose qui est assez fascinante, c'est que tous ces matériaux, ils sont basés sur une seule ou un seul type de molécule, les protéines. Et les protéines, c'est vraiment des objets rigolos, parce qu'en fait, si j'essaye de résumer ça à de la chimie de polymérisation, on a 22 monomères, d'accord ? Et avec ces 22 monomères, on peut faire à peu près toutes les protéines possibles et imaginables. Donc, ces 22 monomères, la nature est capable de les polymériser, de faire des liaisons peptidiques, comme l'a montré Sébastien. Et donc, du coup, on fait une chaîne, un polypeptide. Et ce polypeptide, ce n'est pas encore une protéine, parce que comme vous l'a expliqué Sébastien, et comme vous l'a expliqué Christophe Tribet il y a quelques leçons, il va falloir replier d'une manière particulière cette protéine sous forme de sous-structure pour essayer de lui donner une espèce de géométrie dans l'espace particulière. Et c'est cette géométrie qui va avoir une fonction spécifique. Donc les deux grands types de repliements qu'on peut trouver, ce sont surtout les hélices alpha et les feuillets bêta. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le problème de la protéine, c'est un problème à plusieurs échelles. On va démarrer d'une chaîne de polymères classique, et puis très localement, cette chaîne de polymères, pour essayer de minimiser son énergie, elle va aborder des conformations particulières. Et ces conformations, une fois qu'elles sont formées, elles ne vont pas en rester là parce qu'on va pouvoir essayer, donc sous forme d'une structure tertiaire, d'associer différents sous-éléments de la protéine, notamment ici les hélices alpha, pour avoir une organisation particulière locale sous forme d'hélices alpha, mais à une échelle plus grande, des hélices alpha les unes par rapport aux autres. Et ça n'a toujours pas de fonction. D'accord ? Parce que quelquefois, il va falloir associer plusieurs protéines qui ont toutes la même structure au sein d'un agrégat de protéines pour avoir une fonction. Et là, typiquement, je vous ai donné l'exemple de la ferritine, où en fait, dans cette ferritine, on a 24 protéines qui ont toutes exactement la même structure et qui vont avoir tendance à faire un super agrégat autour d'un ion métallique dont on va contrôler l'oxydation pour transporter l'oxygène. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est un problème qui est assez complexe en fait, parce qu'il faut contrôler de la molécule jusqu'à l'assemblage de la molécule, tous les paramètres du système. Et ça, en tant que chimiste, c'est difficile à faire. Donc on va aller les récupérer dans la nature, et vous allez voir que les chimistes que je vais mettre en œuvre, ils sont beaucoup plus doués que moi, même si, a priori, ils n'ont pas fait d'études de chimie.
En broutant de l'herbe, ils sont capables de faire ces protéines-là. Alors, une autre caractéristique importante des protéines, c'est que par rapport aux acides aminés que je mets en œuvre, eh bien, je vais avoir des fonctions acides et des fonctions basiques qui vont être le long de la chaîne. Et ça veut dire qu'en fonction du pH, ma protéine peut être chargée plutôt négativement à des pH relativement élevés ou plutôt chargée positivement à des pH plutôt faibles. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ces protéines, elles sont toutes caractérisées par ce qu'on appelle un point de charge nul, où je vais avoir à peu près autant de charges positives que de charges négatives. Et vous allez voir que ce point de charge nul, il est très très important dans tout ce que je vais vous raconter ici. Enfin, cette protéine, eh bien, même si cette chaîne polypeptidique est faite effectivement de liaisons covalentes, ça va être très très difficile de les détruire. Par contre, ces sous-assemblages, l'assemblage tout court et puis les structurations locales sous forme d'hélice ou sous forme de feuillet, ça par contre, ça tient avec des liaisons relativement faibles. Donc ça veut dire que si je chauffe, je peux casser ces liaisons faibles, et ça c'est ce qu'on appelle la dénaturation thermique des protéines, et ça c'est quelque chose que vous pratiquez quand vous faites cuire un œuf. En fait, vous dénaturez thermiquement les protéines en chauffant votre œuf, et vous voyez que votre œuf liquide devient un gel. Eh bien, moi, ce gel, pour moi, c'est un matériau protéique, parce que j'espère qu'on est tous convaincus que les matériaux, ce n'est pas seulement des trucs durs, c'est aussi des choses molles, et quand je vous regarde, je vois devant moi plein de matériaux protéiques, mous. Alors, voilà ma chimiste. Comme l'a dit Sébastien, si les Suisses travaillent beaucoup sur les protéines, c'est parce qu'ils ont du lait. Eh bien, moi, je viens du Mans, et le Mans, c'est situé dans la Milk Valley. D'accord ? Et donc, en fait, vous savez que pas très loin du Mans, on a le leader mondial du lait, une entreprise qui s'appelle Lactalis. Et effectivement, il y a beaucoup de lait. Donc, s'il y a beaucoup de lait, il y a beaucoup de vaches. Alors, je ne sais pas si c'est la vache ou le lait. Enfin, bon, bref, on ne va pas le faire comme ça. Mais bon, toujours est-il qu'on a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on peut valoriser le lait et surtout comment est-ce qu'on peut essayer d'augmenter la valeur du lait. Aujourd'hui, les agriculteurs produisent du lait qui va être utilisé pour faire des fromages, du beurre, de la crème, etc. etc. Mais est-ce qu'on peut essayer, à partir des sous-ingrédients du lait, un petit peu comme on le fait dans le pétrole, c'est assez cynique, mais c'est comme ça, mais est-ce qu'on peut augmenter la valeur du lait en craquant le lait, en récupérant ces différents ingrédients et en essayant de valoriser chacun de ces ingrédients? Alors, dans le lait, vous avez deux grands types de protéines. Les micelles de caséine, qui sont des protéines complètement désordonnées, fabriquées par auto-assemblage de plein de types de protéines qu'on appelle les caséinates, et tout ça, c'est relié par des petits clusters de phosphate de calcium qui tiennent toutes les protéines les unes entre elles. Et puis, vous avez une deuxième protéine, celle dont Sébastien nous a parlé, le déchet, qui est ici une jolie bêta-lactoglobuline, donc c'est les protéines du petit lait. Alors, c'est un déchet, ça a été longtemps un déchet, ça ne l'est plus parce qu'en fait, si vous êtes sportif, et quand vous voyez tous ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui mangent des poudres protéinées pour prendre de la masse, comme ils disent, eh bien en fait, ils mangent cette protéine, et donc je pense qu'il ne faut surtout pas leur dire que c'est un déchet parce qu'ils vont être extrêmement vexés. C'est quelqu'un qui ne mange jamais de poudre de protéines qui le dit, je suis extrêmement jaloux. Toujours est-il que si vous regardez vraiment la composition de ces protéines, et ça c'est un message vis-à-vis des plus jeunes, en réalité vous mangez du sel, énormément de polysaccharides, et en fait votre masse vous la prenez parce que vous allez stocker l'eau dans vos muscles plutôt que vraiment faire du muscle. Donc arrêtez de manger des poudres de protéines, mangez plutôt du blanc d'œuf, mangez du fromage, avec moins de gras dedans, manger du skyr, etc., etc. Moi non plus, je n'ai pas d'action dans les géants agroalimentaires, mais vous allez voir que je vais beaucoup en parler. Donc toujours est-il que moi, je vais m'intéresser à la première protéine, c'est-à-dire la caséine. Et en fait, cette caséine, comme elle a été abondante, et elle l'est toujours, longtemps, l'être humain s'est servi de cette source de protéines pour fabriquer la première matière plastique. Donc en fait, vous prenez de la caséine, vous rajoutez du formaldéhyde et vous êtes comme ça capable de faire quelque chose qui s'est appelé la galalite. Et cette galalite, en fait, c'est un plastique qui a exactement les mêmes caractéristiques que l'ivoire. Donc c'était un moyen de faire des boutons, de faire des peignes, de faire des objets qui avaient une ressemblance avec de l'ivoire, mais qui, bien sûr, coûtaient beaucoup moins cher que l'ivoire. Et ça a été vraiment une des premières matières plastiques industrielles qui a été brevetée. Ça a été inventé par les Français, ça a été breveté par les Allemands. Et donc, cette galalite, aujourd'hui, vous pouvez toujours aller sur Internet et trouver des moyens de fabriquer de la galalite. Donc, avec
je vous rassure, absolument pas des molécules aussi toxiques que ça, mais vous pouvez faire vos propres boutons chez vous en prenant du lait et en prenant, par exemple, du borax, d'autres types de molécules. Alors, il faut savoir que cette caséine, elle est aussi utilisée, et notamment, là, je vous cite l'exemple d'une start-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lactips. Et j'ai mis longtemps à comprendre que Lactips, en fait, c'était l'anagramme de plastique. D'accord ? Et donc, en fait, cette start-up Lactips, qui se situe aux alentours de Saint-Étienne, elle va également utiliser de la caséine pour faire des emballages. On a vu qu'un des gros problèmes des emballages, c'est que leur durée de vie était très très courte. Et puis, si c'était du polyéthylène, du polypropylène, des polymères de très grande diffusion, ils allaient avoir tendance à s'accumuler dans les océans qui sont le point le plus bas. Si on n'avait pas des moyens de les recycler de manière efficace, eh bien là, en fait, vous voyez, vous les reconnaissez, c'est des petits sachets que vous mettez autour de vos tablettes de lave-linge ou de lessive. Et en fait, là, vous avez un emballage qui est parfaitement biodégradable, parce que dès qu'il est au contact de l'eau, il va immédiatement se biodégrader. Les protéines, la caséine qui constitue cet emballage, alors il y a bien d'autres choses à l'intérieur, je vous rassure, c'est pas que de la caséine. Mais en fait, là, ici, on a vraiment moyen d'avoir quelque chose qui pourrait remplacer les petits sachets d'alcool polyvinylique qui sont aujourd'hui utilisés dans nos lave-linges et nos lave-vaisselle. La chose qui est intéressante, c'est que ça ne génère aucun microplastique. Et là, on a un débat. Le débat, c'est, OK, on va utiliser du lait pour fabriquer des emballages. Est-ce que c'est quelque chose de vertueux? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique? Oui, parce que en fait, les caséines qui sont utilisées sont en fait des caséines qui sont dégradées, qui ne peuvent pas être utilisées ou consommées par l'être humain. Dans une production laitière, s'il y a des vaches qui sont malades, qui ont des mammites, on est obligé quand même de récupérer leur lait. Mais par contre, on est obligé de jeter ce lait. Eh bien, en fait, les caséines qui proviennent de ces laits peuvent être utilisées pour cette application-là. Donc là, c'est un moyen de valoriser un produit qui, a priori, n'est plus propre pour la consommation humaine. Donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas ici une concurrence à de l'alimentation qui permet de faire ces emballages. On est vraiment sur la valorisation de quelque chose qui, aujourd'hui, ne peut pas l'être. Alors, cette caséine, c'est vraiment un objet très, très rigolo, parce qu'en fait, c'est ça qui est la base de votre fromage. D'accord ? Donc, en fait, ici, ce que je vous ai représenté, c'est ce qui se passe quand vous prenez une solution de caséine, 160 grammes par litre, c'est typiquement la concentration que vous avez dans vos fromages, et quand vous allez chauffer cette solution à différents pH. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au pH du lait, ici, vous voyez qu'à 60 degrés, pouf, vous avez une augmentation très, très importante du module, c'est-à-dire des propriétés mécaniques de votre système. Donc, vous avez quelque chose de liquide qui s'est transformé en gel. Là, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que c'est un phénomène extrêmement critique. Ça se passe pour une température critique. Et cette température critique, plus vous descendez le pH, plus ça se produit à des températures faibles. Donc, en fait, un des moyens de fabriquer du fromage, c'est d'acidifier du lait. Et ça, on le sait tous. Si on rajoute un petit peu de jus de citron dans du lait, on voit tout de suite une agrégation du système, parce qu'on est en fait en train d'acidifier. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en train de se déplacer par rapport à ce fameux point isoélectrique des protéines dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Et donc, c'est comme ça, si j'arrive à mixer un effet de pH et un effet de température, je fais des très jolis fromages. Alors, des fromages avec des trous, ou alors du fromage fondu. C'est exactement ce principe-là qui est utilisé par l'entreprise qui fait ce fromage avec une vache rouge qui rit. Alors, l'autre ingrédient, à part la caséine, c'est, comme l'a dit Sébastien, les protéines du lactosérum, et plus particulièrement la bêta-lactoglobuline. Et elle aussi, c'est intéressant de la chauffer, cette bêta-lactoglobuline, parce que vous voyez qu'en fonction du pH auquel je réalise ce chauffage, je peux fabriquer différents types d'objets. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, ça ressemble à des grosses boules, plus ou moins jolies. Ici, ça ressemble à des petits fils. Puis, vous voyez que ces petits fils, ils sont tous connectés les uns aux autres. Ici, on a les fameuses fibres amyloïdes dont nous a parlé Sébastien tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a des trucs extrêmement rigides. Et puis, ici, on a toujours des espèces de petits vermicelles, etc., etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai fait varier le pH, ou alors j'ai rajouté du sel de manière à jouer sur les interactions électrostatiques dans mon système. Je vous rappelle, la protéine, comment vous devez la voir? C'est une boule avec des charges plus et des charges moins. D'accord? Donc, il est évident que si vous rajoutez du sel, vous allez écranter les interactions électrostatiques et ces boules vont pouvoir se rapprocher plus facilement les unes des autres pour s'agréger.
Le problème, c'est que si elles sont très chargées, vous pouvez quand même induire cette agrégation, mais vous allez avoir des interactions qui vont être attractives à courte portée et répulsives à très longue portée. C'est typiquement ce qui se passe ici. Quand par contre, vous gommez en rajoutant du sel toutes les interactions répulsives à longue portée, vous faites ces espèces de petits objets ici. Et puis, il y a un domaine où vous faites des espèces d'objets comme ça. Donc, à partir de maintenant, ça, on va les appeler microgels, et ça, on va les appeler agrégats fractales. D'accord? Et donc, ces agrégats fractales, on les a beaucoup regardés dans mon laboratoire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué sur la concentration à laquelle on préparait ces agrégats fractales, de 40 à peu près 100 grammes par litre. Et puis, une fois qu'on a fabriqué ces agrégats à une certaine concentration, on va les mesurer leur masse molaire en fonction de la concentration dans la solution de ces agrégats fractales. Et ce que vous voyez, c'est typiquement un comportement de polymère en bon solvant. D'accord? On a ici un plateau, et puis quand la concentration augmente, on a des effets de compressibilité osmotique qui vont se faire jour, et on a une diminution très très importante de la masse apparente des systèmes en fonction de la concentration à laquelle je les regarde. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est une protéine et pourtant ça se comporte comme un polymère en bon solvant dans la solution. La chose qui est intéressante, c'est que vous voyez que si je joue sur la concentration à laquelle je prépare ces agrégats, je joue sur leur masse molaire. Donc je peux faire des petits agrégats à faible concentration de préparation ou des gros agrégats à grande concentration de préparation. Et puis, ça veut dire qu'effectivement, la masse molaire des agrégats, elle varie sur plusieurs ordres de grandeur, juste par rapport à la concentration de préparation à laquelle, effectivement, j'ai réalisé ces agrégats. Et si je mesure leur masse molaire et leur taille, eh bien, je peux montrer qu'il y a une relation, une loi d'échelle entre les deux. Alors, cette loi d'échelle, c'est typiquement ce que j'attends pour des agrégats fractales. Donc, si vous prenez des protéines et que vous les chauffez à 80 degrés à ce pH-là, vous faites des agrégats fractales. Et ces agrégats, ça explique pourquoi, quand vous voulez faire des yaourts, il faut toujours chauffer votre lait. Il faut avoir une préagrégation des protéines avant de faire un gel. D'accord? Donc, mon premier conseil, chauffez votre lait avant de faire vos yaourts. Alors, bien sûr, vous le laissez refroidir avant de rajouter le ferment, sinon vous tuez le ferment parce que lui, il ne supporte pas d'être chauffé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, ces agrégats fractales, si je renormalise leur masse apparente par la masse à faible concentration et la concentration par la concentration critique de recouvrement, c'est-à-dire le moment où j'ai réussi à remplir tout le volume avec ces agrégats, eh bien, vous voyez que tout se met sur une seule et même courbe, la fameuse courbe maîtresse, et ça veut dire que ça se comporte vraiment comme un polymère en bon solvant, et peut-être à des concentrations petites, je peux essayer d'ajuster mon système avec ce que je peux attendre pour des sphères dures. Donc ma protéine, c'est vraiment une sphère dure qui, lorsque je l'agrège, est capable de me faire un agrégat, ici assez ouvert, fractal. Alors ces agrégats fractales, ils vont avoir des propriétés assez intéressantes parce que si maintenant je les regarde à des concentrations beaucoup plus grandes, vous voyez qu'ils vont avoir tendance, cette fois-ci, à gélifier. Et vous voyez une augmentation importante des propriétés mécaniques des solutions quand je les chauffe à 80 degrés sur différents temps. Et quand je suis la variation de la viscosité des suspensions et la variation du module en fonction de la concentration, vous voyez que la viscosité diverge et qu'à partir du moment où la viscosité a divergé, eh bien, je vois apparaître un module pour mes systèmes. Donc ça veut vraiment dire que ça se comporte comme un gel chimique, ce système-là. Ça, c'est typiquement la théorie de la percolation qui a été regardée dans les années 80 par des gens très forts et très doués, d'Eugène, Johanny, etc., etc. Et donc, ça veut dire que cet objet, qui est un objet complètement naturel, a priori, ça se comporte complètement comme une macromolécule et normale et une macromolécule qui serait capable de faire un réseau. Alors maintenant, quel est l'intérêt, à notre échelle, de cette gélification? Eh bien, une des possibilités, c'est d'obtenir des réseaux. Et là, vous avez des petits clichés de microscopie confocale. Donc, typiquement, la taille des photos, c'est 200 microns. Et vous voyez qu'en fonction de la concentration à laquelle j'ai préparé mes réseaux, je peux avoir plein de trous à l'intérieur. Au contraire, je peux avoir quelque chose qui paraît très homogène à l'échelle de longueur à laquelle je regarde mes réseaux. Donc, ça veut dire que, typiquement, je suis capable de créer de la porosité dans ces réseaux. Et cette porosité, ça va être idéal pour véhiculer, par exemple, des molécules d'intérêt à l'intérieur, comme des vitamines, comme des probiotiques.
Et donc, typiquement, quand on fait de l'analyse d'image de ces systèmes et qu'on regarde comment est-ce qu'un pixel coloré est couplé à un pixel coloré à côté, donc quand je regarde la fonction d'autocorrélation de paires, eh bien, vous voyez que cette fonction de corrélation de paires diminue, et donc elle diminue jusqu'à une certaine taille caractéristique, qui s'appelle en fait la longueur de corrélation du système. Et vous voyez que cette longueur de corrélation, elle devient d'autant plus petite que la concentration à laquelle j'ai préparé mes systèmes est grande. Donc ce sont des systèmes très rigolos parce que je peux contrôler la porosité des systèmes juste en contrôlant la concentration de ces systèmes. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des applications, je le dis, de nouveau importantes et intéressantes pour vectoriser des molécules qui vont pouvoir justement être véhiculées par les pores de l'hydrogel en question. Alors, maintenant, le deuxième moyen de faire des objets intéressants à partir de ces protéines du lactosérum, c'est de les chauffer à un pH plus petit, sans sel. Et là, vous voyez que je fais des objets qui ressemblent à des microgels. Et ces microgels, si j'essaie de comparer les qualités des microgels par rapport à la qualité des agrégats fractales, eh bien, vous voyez que si je regarde la viscosité des suspensions en fonction de leur concentration, les agrégats fractales viscosifient beaucoup plus rapidement que les microgels. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais à quoi ça sert? Eh bien, typiquement, ça, c'est quelque chose qui, moi, va être intéressant pour essayer d'alimenter des populations dénutries qui doivent avoir beaucoup de protéines, mais sous forme liquide. Parce que si c'est solide, il va y avoir des fausses routes. Donc on est typiquement ici sur du complément alimentaire de personnes âgées, où je vais pouvoir apporter 200 grammes par litre de protéines avec un niveau de viscosité très faible. Si j'essaye de faire la même chose avec des agrégats fractales, vous voyez qu'à 200 grammes par litre, c'est quelque chose qui ressemble à un gel. Donc la personne n'arrivera jamais à le consommer, c'est des fausses routes assurées, etc., etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, ces microgels et ces agrégats fractales, alors que j'insiste, à la base c'est la même protéine, vont avoir des fonctionnalités complètement différentes. Et ça veut dire qu'avec un seul objet, je peux faire plein de textures, plein de structures différentes, et ça veut donc dire qu'avec un seul objet, je peux faire plein d'aliments différents, avec des caractéristiques singulièrement différentes. Donc, voilà, ça, ce sont des matériaux protéiques, et je peux vous assurer que depuis ce matin, vous en avez mangé, et depuis ce matin, on a joué avec votre sentiment de consommateur par rapport à la texture qui était intéressante pour vous. Parce que, typiquement, on a un capteur, ça s'appelle la langue, qui, lorsque vous mangez quelque chose de plus grand que 50 microns, vous avez un goût de granuleux en bouche. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je contrôle la taille de ces systèmes-là et que je contrôle la longueur de corrélation des gels. Sinon, quand vous allez manger l'aliment, vous allez vous dire « c'est granuleux » et vous n'allez vraiment pas apprécier. On sait tous qu'une poire, quand il y a trop de grains à l'intérieur, c'est vraiment pas bon. Donc ça a l'air de rien, mais quand vous mangez un fromage industriel, tout ça a été extrêmement bien réfléchi au niveau du process. Alors, je vais quand même vous donner d'autres applications que des applications purement alimentaires, parce qu'on est quand même au Collège de France. Et donc, en fait, je vais vous expliquer quelque chose de très, très rigolo. C'est les émulsions eau dans eau. Donc, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà parlé de ça, mais vous pouvez mélanger de l'eau avec de l'eau et faire que l'eau est incompatible avec l'eau. Et donc, vous pouvez faire des gouttes d'eau dans de l'eau. Donc, c'est typiquement ce qui est représenté ici. Vous prenez une solution d'un polymère hydrosoluble qui s'appelle le POE, que vous mélangez avec une solution de polymère d'un autre polymère hydrosoluble qui s'appelle le dextran, c'est un polysaccharide, et vous voyez que les deux ne se mélangent pas. Et vous pouvez, lorsque vous agitez l'ensemble, faire des gouttes soit de dextran dans de l'eau, ou au contraire, faire des gouttes de POE, le POE est noir, dans du dextran. Donc, je peux fabriquer une émulsion d'eau dans l'eau parce que j'ai deux polymères qui sont incompatibles. Et si je regarde le diagramme de phase des systèmes, vous voyez qu'il faut que je travaille à des concentrations relativement importantes. Si je travaille à des concentrations trop faibles, les deux sont miscibles. Mais dès que j'augmente un peu la concentration, je vois une séparation de phase apparaître. Et la chose qui est intéressante à voir, c'est que ça ne ressemble pas à une séparation de phase eau-huile. Pourquoi ? Parce que si je dessine la séparation de phase, d'un côté, j'ai une solution de dextran semi-diluée. De l'autre côté, j'ai une solution de POE semi-diluée. Donc j'ai une interface au niveau de mes gouttelettes qui est très, 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 très grande. Donc, on sait tous que quand on veut stabiliser une émulsion eau dans l'huile ou huile dans l'eau, il faut rajouter un tensioactif, une toute petite molécule. Mais là, ce pauvre tensioactif, il est tout petit par rapport à l'interface. Donc, on ne va pas pouvoir stabiliser cette émulsion avec des petites molécules type tensioactif.
C'est la première caractéristique de cette interface. La deuxième caractéristique, c'est si je regarde les valeurs des tensions de surface, ou plutôt des tensions interfaciales, comme d'un côté j'ai de l'eau et de l'autre côté j'ai de l'eau, eh bien vous avez des tensions interfaciales qui sont extrêmement petites. Typiquement, vous prenez de l'eau et de l'huile, la tension interfaciale, c'est aux alentours de 28-30 millinewtons par mètre. Donc c'est typiquement l'énergie que vous devez dépenser pour faire des contacts entre l'eau et l'huile. Ça s'est rendu compte par cette tension de surface. Ici, vous voyez que c'est pratiquement 3 ordres de grandeur plus petit, puisque je suis aux alentours de 30 micronewtons par mètre. Donc j'ai une toute petite tension interfaciale entre les deux, suffisante pour pouvoir faire une séparation de phase entre les deux, mais dès que je vais diluer mon émulsion eau d'en haut, j'atteins des niveaux de tension de surface tellement faibles que là, malheureusement, l'émulsion n'est plus stable du tout. Donc ce sont des systèmes qui sont très instables à la dilution, qui vont avoir des tensions interfaciales très très faibles et qui vont donc nécessiter, pour les stabiliser, un mécanisme qui n'est pas celui qu'on connaît traditionnellement, l'utilisation d'un tensioactif. Donc typiquement, c'est là où mes petits agrégats que j'ai fabriqués avec mes protéines du lactosérum vont pouvoir avoir un intérêt. Donc là, je vais comparer les mérites de microgel et d'agrégats fractales, même taille. Et vous voyez, alors c'est un peu rose parce qu'en fait, les protéines, je suis capable de les rendre un petit peu roses. Donc quand vous voyez du rose, ça veut dire que typiquement vous avez des protéines. Et vous voyez qu'initialement, je suis capable de faire des gouttes de dextran dans du POE, ou plutôt des gouttes de POE dans le dextran, excusez-moi. Au bout de 3 jours, vous voyez que lorsque je n'ai pas mis beaucoup de microgel, je vois apparaître ici une phase de POE. Mais si je mets beaucoup plus de microgel, vous voyez que je ne vois pas apparaître une phase de POE, ça ne démixe pas. Et vous voyez quelque chose ici de très très blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gouttes de POE ont tendance à remonter, mais elles ne se cassent pas. D'accord? Et puis vous voyez que dans la phase dextran, j'ai un petit peu de microgel parce que c'est un petit peu rouge. Et au bout de 7 jours, vous voyez qu'en fait, j'ai plein de gouttes de POE qui sont en haut, j'ai ma phase de dextran qui est ici, mais vous voyez que mon émulsion n'a pas cassé, à la différence de ce qui se passe quand je mets des agrégats fractales, où là, je vois vraiment une séparation de phase, où j'ai du POE, j'ai un petit peu de phase émulsionnée, et puis j'ai beaucoup de dextran qui est ici. Donc ça veut dire qu'en fait, ces microgels sont beaucoup plus efficaces pour stabiliser l'interface OO que les agrégats fractales. Et ça, c'est quelque chose qui se comprend par rapport à un phénomène qui a été rapporté pour la première fois au début du siècle dernier par un certain M. Pickering, qui du coup a laissé son nom à ce mécanisme de stabilisation. Donc on peut stabiliser des émulsions huile d'en haut, eau dans huile, et ici eau d'en haut, en mettant des particules à l'interface. Et en fait, l'énergie pour pouvoir mettre ces particules à l'interface va dépendre du rayon des particules que vous mettez, mais également de la manière dont elles vont mouiller l'interface. Et si vous avez un angle de contact particulièrement important, ça va être difficile de mettre les particules à l'interface, donc il faut apporter un peu d'énergie, mais ça va être très difficile de les retirer, et vous avez une émulsion qui, du coup, va avoir une durée de vie extrêmement importante. Et ça, c'est typiquement ce qu'on utilise pour les émulsions de bitume. Ce sont des émulsions qui sont stabilisées par des petites particules solides, et on sait tous, quand on voit les gens en train de refaire des routes, pour casser leur émulsion, c'est extrêmement difficile. Et il faut trouver des moyens de désémulsifier au moment où on dépose cette émulsion sur le sol. Donc en fait, j'espère que vous êtes convaincus que ces agrégats vont être super efficaces pour stabiliser des émulsions haut d'en haut. Néanmoins, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que typiquement, vous avez ici des émulsions haut d'en haut, avec sur les premiers tubes uniquement une phase continue POE, ici une phase continue dextran, c'est-à-dire ici j'ai des gouttes de dextran dans le POE, et ici j'ai des gouttes de POE dans le dextran, et vous voyez qu'au bout d'un jour, cette phase continue POE, vous voyez que l'émulsion est complètement déstabilisée, alors que si c'est une phase continue dextran, elle est très très stable dans le temps. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que la particule, pour pouvoir stabiliser bien l'émulsion, soit plutôt en accord avec mouiller la phase continue. Et ça, c'est aussi un problème de Pickering. Donc ça veut dire qu'en fait, une particule va pouvoir stabiliser bien une émulsion, mais peut-être pas l'émulsion inverse. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc on travaille beaucoup sur comment on stabilise ces émulsions haut d'en haut. Et vous pourriez vous dire, mais à quoi ça sert une émulsion haut d'en haut? Eh bien, c'est un moyen de fabriquer des microcapsules. Vous avez ici une goutte qui est recouverte de microgel de protéines. Et en fait, ce microgel de protéines va prendre une partie du polymère qui est dans la phase continue,
ce qui va permettre de réticuler la surface, et vous avez comme ça fait une microcapsule. Donc ici, vous avez de l'eau, ici, vous avez de l'eau, et entre les deux, vous avez été capable de mettre une membrane. Donc vous avez compartimentalisé de l'eau dans l'eau, et Sébastien, c'est une cellule artificielle. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins joli que tout ce que Sébastien vous a présenté jusqu'à présent, parce que c'est peut-être beaucoup moins contrôlé, mais c'est un moyen de mettre quelque chose avec une eau particulière ici, et à l'extérieur, une autre eau. Et ces capsules, je peux les faire avec différents types de polymères. Donc là, vous avez 2 polysaccharides qui sont parfaitement incompatibles, mais je peux également, une fois que j'ai fabriqué mon émulsion, retirer ce qui est à l'intérieur, en faisant un petit stress osmotique et en forçant la phase de l'intérieur à sortir pour fabriquer des microcapsules vides que je peux remplir après avec autre chose. Donc je suis en train de faire des cargos, en fait, pour pouvoir véhiculer des molécules d'intérêt. Une autre application de ces émulsions eau dans eau, c'est remplacer le liquide synovial pour des personnes qui, en vieillissant, deviennent un petit peu arthritiques. Et donc on sait, et c'est notamment là encore un problème pour les sportifs, qu'avec les chocs en courant, on a tendance à voir le liquide synovial partir. Donc un des moyens ici de remplacer le liquide synovial, c'est de l'utiliser des émulsions eau dans eau, parce qu'on a montré que ses propriétés de lubrification étaient particulièrement intéressantes. Donc on peut utiliser cette fois-ci 2 polymères un petit peu différents, toujours un POE parce que c'est quelque chose qui est hydrosoluble, et puis on peut utiliser du collagène, et on peut comme ça essayer de faire des émulsions eau dans eau qui vont être stabilisées par des fibres de collagène, et ça permet d'avoir vraiment de la lubrification en milieu aqueux assez intéressante, et c'est quelque chose qui permet de remplacer aujourd'hui le liquide synovial. Un autre moyen de le faire, c'est de se faire des injections d'acide hyaluronique. C'est particulièrement douloureux, et puis surtout, le problème de cet acide hyaluronique, c'est que très rapidement, il va être détruit par les anticorps de la personne dans laquelle on a implémenté cet acide hyaluronique. Comme je vous l'ai dit, ces émulsions eau dans eau permettent de faire plein de capsules, et ça va être des cargos pour différents types de molécules. Donc ça peut être des cargos de cellules, ça peut être des cargos d'ADN, etc., etc. Et puis une application sur laquelle on a un petit peu travaillé, c'est utiliser en fait ces émulsions eau dans eau pour essayer de cultiver des cellules souches. Et donc, en fait, on va avoir une phase continue qui va être du POE qu'on va réticuler pour apporter une certaine propriété mécanique à la matrice, des gouttes de gélatine dans lesquelles on va encapsuler des cellules souches. Et donc, du coup, comme on a une certaine porosité qu'on contrôle directement avec les fractions volumiques de chacune des phases, on peut avoir des cellules souches qui vont se plaire et qui vont réussir à se différencier en fonction de la mécanique de la phase continue. Donc ces émulsions eau dans eau, ça a l'air de rien, mais dans les années qui viennent, vous allez les rencontrer dans beaucoup d'applications. Alors, ce n'est pas une nouveauté, ça date des années 60, c'est des systèmes qui ont été utilisés pour faire la séparation de protéines, mais là, grâce au mécanisme de stabilisation qu'on est en train de comprendre, on permet leur utilisation pour d'autres types d'applications. Le problème de tout ça, c'est que les protéines dont je vous parle, elles proviennent de mammifères. Et donc, si on regarde le bilan sur l'utilisation des sols, sur la génération de CO2, sur l'utilisation d'eau, sur l'eutrophisation des sols, qui proviennent de ces laits qui proviennent de mammifères, vous voyez que les bilans sont catastrophiques. Donc, il faudrait peut-être essayer d'utiliser d'autres sources de protéines. Et vous voyez que si je regarde des laits qui sont obtenus cette fois-ci à partir de végétaux, j'ai des bilans sur tous ces indicateurs qui sont singulièrement meilleurs. Et effectivement, que ça soit pour des applications dans le domaine de l'agroalimentaire ou des applications pour d'autres types de propriétés, on va avoir tendance à avoir une volonté des industriels, des consommateurs également, de transformer tout ce qui est aujourd'hui animal en végétal. Sans compter que cette pauvre vache, elle est quelque part un peu maltraitée pour produire du lait, quoi. On la force à faire des veaux, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup de consommateurs qui vont avoir tendance à dire « je stoppe mon utilisation des protéines animales ». Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le lait, c'est quand même pas le pire, hein, parce que si je regarde maintenant le côté protéines au niveau de la viande, au niveau des fromages, vous voyez que c'est pas super
d'avoir des sources de matériaux protéiques à base d'animaux. Vous voyez que le riz n'est pas si bien placé que ça. Et puis, en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'on va avoir ici plein de sources de protéines qui vont être vraiment plutôt vertueuses au niveau de tous les indicateurs environnementaux dont j'ai pu vous parler. Et en fait, ici, vous en avez 3 grands types que vous rencontrez dans beaucoup de vos aliments, mais également dans d'autres applications. Le soja, qui contient 2 grands types de protéines, le pois et la napine. Alors, a priori, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Je ne vais pas vous parler du soja, parce que le soja, ce n'est pas produit en Europe. Qu'il y a les Hollandais qui sont en train de travailler sur des OGM de soja pour pouvoir les produire en Europe. Par contre, je vais vous parler de la dernière protéine. Juste un petit mot quand même sur le soja. Le soja, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout au niveau de la production à une vache, et pourtant, ça se comporte exactement pareil. Je peux faire des agrégats fractales à partir d'une protéine qui n'a rien à voir avec ma protéine, ma bêta-lactoglobuline. Les protéines du soja, en termes de masse molaire, c'est 20 fois, 30 fois, 100 fois plus gros. Et pourtant, vous voyez que la nature, elle les fait s'agréger exactement de la même manière, et elle les fait s'agréger sous forme d'agrégats fractales, etc., qui peuvent gélifier, etc., etc. Là où c'est intéressant, c'est que ce soja, de manière spontanée, peut faire des capsules sans passer par des émulsions haut d'en haut. Et puis, en fait, une des protéines qui est peut-être les plus intéressantes, c'est la protéine qui provient du colza. C'est un projet qui est en cours chez moi, qui est financé par une fondation que vous connaissez peut-être, puisque c'est une fondation danoise qui gagne beaucoup d'argent en faisant des médicaments anti-diabète. Et en fait, le gouvernement danois la force à financer des projets pour essayer d'améliorer la situation des agriculteurs danois, qui sont les premiers producteurs de soja, de colza dans l'Europe. Et donc, en fait, dans le colza, vous avez 2 grandes protéines. Une grosse protéine qui s'appelle la cruciférine, une petite protéine qui s'appelle la napine. Et très récemment, je vais passer vite, on s'est rendu compte que si vous preniez la cruciférine, en la chauffant à un certain pH, vous pouviez faire des microgels, et ces microgels, ils devenaient collants quand vous les mettiez avec de la napine. Donc ça, on s'est dit, mettons ces protéines à la surface d'émulsion haut d'en haut, et comme ça, on est capable de faire des capsules. Et ces capsules, lorsque je les mets en présence de napine, elles vont devenir parfaitement imperméables parce que j'ai quand même réussi à réticuler la surface de ma capsule. Et effectivement, on se donne rendez-vous dans 2 ans. On est en train de travailler sur ces capsules, sur la fonctionnalité de ces capsules, mais peut-être que c'est un moyen de valoriser aujourd'hui un sous-produit qui ne l'est absolument pas, parce qu'aujourd'hui, les protéines de colza, une fois que vous avez récupéré l'huile, vous les jetez ou vous les donnez comme aliment au bétail, mais vous ne gagnez absolument pas d'argent sur ce sous-produit. Donc peut-être qu'un moyen de valoriser ces protéines, c'est de les utiliser pour des fonctionnalités particulières, notamment ici, leur propension à bien stabiliser des interfaces et notamment à fabriquer des capsules. Donc j'espère vous avoir convaincu que les protéines, notamment celles qu'on mange, sont des briques qui peuvent faire des propriétés intéressantes pour des matériaux mous. On peut jouer sur plein de paramètres pour pouvoir contrôler la manière dont elles vont s'associer. On peut notamment les utiliser pour stabiliser par effet Pickering des émulsions haut d'en haut. Par contre, il y a un gros souci, c'est que un chimiste de synthèse avec un polymère va toujours vous dire que c'est difficile d'avoir des choses reproductibles en termes de composition ou de dispersité. Et bien là, le problème, il est le même, sauf que ça va être difficile si le colza a subi une sécheresse. Il ne va pas produire exactement le même variant de la protéine. Donc, il va falloir intégrer dès le départ, et ça, c'est une des grosses difficultés des matériaux biosourcés, le fait que vous avez une variabilité en fonction de la saison, en fonction du champ, en fonction de là où c'est produit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à prendre en compte à un niveau industriel. À un niveau laboratoire, c'est possible parce qu'on ne travaille pas sur des kilos de protéines, mais à un niveau industriel, cette variabilité, elle est extrêmement compliquée à prendre en compte. Enfin, il y a de nouvelles sources de protéines qui sont possibles. Il y a beaucoup de protéines dans les champignons et les gens commencent à travailler dessus. Et puis, il y a également tout ce qui est biotech, parce qu'il y a le moyen, comme l'a dit Sébastien, d'utiliser des enzymes ou d'utiliser des bactéries pour leur faire des protéines qui vont avoir les mêmes structures que les protéines de lait, mais qui ne vont pas utiliser de vaches, donc de champs, donc d'eau, pour pouvoir être produites. Donc tout ça, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille. J'ai entouré les gens qui ont le plus participé à ce travail. Et puis je vous ai mis, parce que vous n'êtes pas très très loin, vous êtes à 55 minutes par train, des jolies photos de la ville du Mans. Nous avons une muraille gallo-romaine qui est la plus grande muraille gallo-romaine du monde,
Il faut absolument la voir. Elle est orange et donc du coup, le maire a décidé que tous les bâtiments devaient être orange comme la muraille gallo-romaine. Donc si vous aimez l'orange, venez au Mans. Si vous n'aimez pas, vous allez être surpris. Et vous savez également qu'on a des courses de voitures, puisque, comme on le sait, en Sarthe, chaque 24 heures compte plus qu'ailleurs. Je vous remercie. Ok, bonjour à tous et merci d'être là. Je vais bien sûr commencer par remercier Sébastien de me donner l'occasion de participer à ces cours et aussi le féliciter parce que j'ai regardé quelques extraits des cours qui ont été dispensés, donc c'est un gros travail et je suis fier d'y contribuer. Donc je veux juste préciser le titre que j'avais proposé parce que j'ai oublié de mettre que ce sont les polymères vinyliques auxquels je vais m'intéresser ce matin. C'est-à-dire c'est ceux dont Sébastien a dit qu'ils étaient constitués de liaisons CC en fait, parce qu'il a réglé le cas et le sort des polymères faciles, qu'il a dit, à déconstruire, notamment le PET, qu'on va appeler, c'est un exemple caractéristique, le PET de polymères à liaison CX, X étant un hétéroatome ou un groupe d'hétéroatomes. Donc les polymères récalcitrants, et donc difficiles à dégrader, c'est effectivement ces polyoléphines, les polymères vinyliques, le polystyrène, le polypropylène, le polyéthylène bien sûr, le PVC, c'est plus de 200 millions de tonnes de polymères produits dans le monde. Alors qu'est-ce qui nous prend à nous les polyméristes depuis 4-5 ans là, à travers le monde, là, en France, partout ailleurs, à vouloir dégrader les polymères, alors que par exemple moi j'ai pendant quasiment 30 ans élaboré des polymères, construit des polymères, sans vraiment me soucier de savoir ce qu'ils allaient devenir, mais justement parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a maintenant de plus en plus d'études, toxicologiques notamment, et des études qui sont vraiment à l'interface de plusieurs sciences, de la biologie, des procédés, de la chimie, de la physique, où on a compris enfin que effectivement, les polymères, quand ils s'accumulent dans l'environnement, ils peuvent poser des problèmes. Et Sébastien a dit que ce n'est pas forcément le polymère en soi qui est dangereux, c'est tout, son processus de dégradation, la forme microplastique, nanoplastique. Il y a quelque chose qui n'a pas été tellement dit ce matin, c'est aussi le fait que tous les polymères qu'on élabore, nos matériaux polymères ne sont pas que des chaînes polymères, ils sont aussi formulés avec énormément d'additifs de formulation. Parfois, il y a plus d'additifs en pourcentage massique que de polymère lui-même. Et c'est aussi ça qui pose le problème de leur déconstruction, parce qu'on déconstruit les chaînes, mais on déconstruit aussi ces additifs qui sont des molécules organiques, inorganiques, et pyrolyser ces molécules, parfois, et même souvent, génèrent des gaz, des produits qui sont dangereux pour l'environnement. Donc il y a une complexité évidente, en plus du fait que les matériaux polymères se présentent souvent sous la forme de mélanges plus ou moins complexes et de polymères qui sont incompatibles entre eux. Donc oui, on s'intéresse à ça, et donc il y a eu un engouement assez considérable. Depuis 4-5 ans, il y a à peu près plusieurs dizaines de revues qui ont été publiées sur le recyclage chimique des polymères. Donc je les ai presque tous lus, et on voit vraiment fleurir, et c'est vraiment un problème sociétal, et beaucoup de chercheurs s'y mettent, avec beaucoup de collaboration avec les industriels, bien sûr, et beaucoup d'incitations aussi politiques, on va dire. Donc Sébastien a fait un peu le constat, et on le fait tous, un constat un peu catastrophique, et il faut un peu essayer de dépasser ce catastrophisme. J'ai remis ici le triangle de Mobius, vous trouvez ça sur les produits d'emballage, et les numéros 1 à 7, en fait, correspondent pas forcément à la production mondiale de polymères. Le premier d'entre eux, c'est le PET, dont Sébastien a parlé. En fait, de 1 à 7, c'est en gros leur potentiel de recyclabilité. Effectivement, le PET est probablement le polymère qu'on recycle le mieux, notamment par une voie mécanique. Donc Christophe aussi a montré ça. Donc la très grande majorité des monomères qui servent à fabriquer des polymères viennent du pétrole. Donc vous devez savoir qu'à peu près 10% du pétrole sont dédiés à la fabrication de polymères. Et Sébastien l'a dit, on a fabriqué à peu près 9 milliards de polymères depuis à peu près 80 ans. Et sur ces 9 milliards, on en a probablement recyclé moins de 10%. Donc il y a tout ce qui s'accumule, évidemment. Donc ces monomères, on en fait des polymères par un processus de polymérisation. Il n'y a pas 36 façons de faire. C'est soit de la polymérisation en chaîne, soit de la polymérisation par étapes.
Donc Christophe a montré ça. Ensuite, on met en forme, et c'est là, au moment de la mise en forme, qu'on introduit tous les ingrédients de formulation, des charges, des plastifiants, des colorants, des fibres, selon l'application qui est visée. Et enfin, le polymère devient un déchet, heureusement, ou malheureusement, selon ce que l'on en fait. Et donc, il y a plusieurs façons d'essayer de recycler ces polymères. Il y a un premier recyclage qu'on appelle le recyclage primaire. Généralement, c'est les produits post-industriels qui sont généralement pas entre les mains des consommateurs et qui consistent en fait à faire un recyclage mécanique, une réextrusion, typiquement du PET, qu'on rajoute donc, dans le PET vierge pour fabriquer de nouveaux objets. Et puis, bien sûr, il y a le recyclage mécanique, le recyclage secondaire. C'est cette voie qui est la plus développée industriellement aujourd'hui. Donc c'est aussi un processus de réextrusion mécanique, avec toute la problématique de... Les chaînes sont quand même fragiles dans ces conditions. Il y a des scissions de chaînes, il peut y avoir de la réticulation. On peut pallier ces problèmes-là avec à nouveau des additifs. Et quand le polymère s'est vraiment beaucoup dégradé, on va le destiner à une autre application, à un autre objet en fait. Et d'aucuns considèrent que ce n'est pas forcément du upcycling, comme a dit Sébastien, du surcyclage, mais certains disent que c'est du downcycling. Donc la question se pose sur cette efficacité, et on construit à nouveau des polymères, on ne les élimine pas vraiment. Il y a une grosse partie qui va en décharge, et ça c'est aussi un problème, puisqu'il y a une énorme partie en fait, qui fuite dans l'environnement, par les sous-sols, transportée par les courants, le vent, et on retrouve, vous avez vu certainement des reportages, on retrouve des plastiques dans les lacs, à 2000 mètres dans les Pyrénées, par exemple. Ils n'ont rien à faire là, mais ils ont été transportés, effectivement. Parce que les polymères, ils ont été aussi construits pour leur légèreté. Et en fait, le titre de transparence, c'est pour dire que les polymères, ils n'ont pas du tout été conçus au départ pour être recyclés. Ils ont été faits pour être durables. Et on en a été bien content. Et on se pose la question, elle n'est pas si récente que ça, cette question-là, de leur recyclage. Et puis il y a le recyclage tertiaire, qui est le recyclage dit chimique. Et là, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est rien à l'échelle industrielle pour l'instant. C'est des initiatives, c'est des balbutiements. Il y a le recyclage tertiaire qui consiste à revenir à une boucle moléculaire. C'est typiquement le upcycling dont parlait Sébastien. On va prendre le déchet, qui est une source de carbone typiquement, et on va en faire des carburants, des nanocarbones pour des électrodes par exemple, ou des produits chimiques à plus ou moins valeur ajoutée. Et puis, il y a une tendance assez forte en recherche qui est de revenir à la boucle monomère, en fait. On revient à partir du déchet au monomère et on va ainsi repolymériser. L'exemple qu'a cité Sébastien, c'est effectivement en France l'histoire à succès de Carbios qui sait déconstruire par voie enzymatique le PET pour revenir au monomère de base. Il y a beaucoup je le montrerai dans quelques instants, d'exemples d'hétérocycles qui se polymérisent par ouverture de cycle et qui fabriquent généralement des polyesters et qu'on sait ensuite dépolymériser pour ensuite les repolymériser. Ça reste à l'état de recherche. Il ne faut pas oublier non plus l'incinération. Les polymères, ça brûle très bien. C'est en termes de capacité calorifique 4 fois supérieur aux déchets alimentaires. Donc ça brûle très bien, mais on est ici, parfois on l'appelle le recyclage quaternaire. On ne peut pas vraiment parler de recyclage, c'est en boucle complètement ouverte. On produit évidemment des gaz à effet de serre, et donc ça contribue bien sûr à la pollution atmosphérique. Donc c'est une problématique qui est majeure, à nouveau qui est au carrefour de plusieurs sciences. Et nous, en tant que chimistes des polymères, on se dit qu'on doit apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de régler ce problème. Je dirais plutôt ces problèmes. Sébastien a bien rappelé qu'il n'y a pas une solution unique, il y en a plusieurs, et ça va évidemment dépendre de l'intrant, de la pureté des polymères, du gisement à considérer et des méthodologies qui peuvent s'y prêter. Ça, c'est juste pour illustrer, en fait, ce que je vais raconter va beaucoup faire écho à ce que Sébastien a raconté, et j'ai envie de dire tant mieux, comme ça je peux aller un petit peu plus vite. Ça, c'est le PET. Une fonction ester, c'est, il l'a dit, assez facile à cliver. On le clive avec une enzyme, on peut le cliver avec un acide, avec une base. Et généralement, par exemple, si on ajoute de l'éthylène-glycol, qui est d'ailleurs un des monomères de base, sur le PET, avec un catalyseur, on peut découper en petits morceaux, saucissonner en fait, le PET et revenir au monomère de base. Et c'est les fameux polymères CX, avec des liaisons comportant des hétéroatomes dans la chaîne. Je ne vais plus tellement en parler, en fait. On sait faire ça sur le PET, c'est vraiment l'exemple à succès. Mais on sait le faire, dans une moindre mesure, avec des polyamides, avec des polyuréthanes, avec des polycarbonates. Le PLA, Sébastien aussi a montré. Et la plupart du temps, ces polymères sont obtenus par polymérisation par étapes.
qu'on appelle parfois abusivement polycondensation. C'est d'ailleurs pas le cas du PLA, parce qu'il est obtenu par polymérisation en chaîne. Mais c'est, on va dire, un contre-exemple. Et voilà notre polyéthylène. Vous savez, il n'y a pas un polyéthylène, il y en a de plusieurs grades, le haute densité, le basse densité, le moyenne densité. C'est à peu près 150 millions de tonnes, donc c'est énorme. Et ça, c'est pas facile à couper, c'est à peu près 350 kJ par mol. Et donc, il faut fournir de l'énergie pour couper ces liaisons. Et aujourd'hui, on fait ça. Et on fait ça, en fait, depuis 50, 60, 70 ans, par pyrolyse. Et Sébastien, là aussi, en a parlé. Le taux de recyclage est faible. Et c'est vrai pour le polyéthylène, c'est vrai aussi, donc ça c'est l'haute densité, le basse densité, c'est vrai aussi pour le polypropylène. Et donc, ce qui est important, c'est la pureté des intrants, la sélectivité de la modification. Et généralement, quand on opère par thermolyse ou par pyrolyse, eh bien, on a une distribution de produits. On n'a pas une bonne sélectivité. Donc et donc on va recourir évidemment à des catalyseurs dont le but va être de diminuer l'énergie d'activation du processus, mais aussi de réduire cette distribution en produits finis. Et donc voilà, j'ai indiqué ici quelques sociétés françaises qui font des efforts dans ce domaine. J'en reparlerai en conclusion, parce qu'il y a un débat, il y a une controverse autour de cette idée que les grands industriels qui produisent des polymères, qui sont aussi parfois des pétroliers, certains pensent que c'est un peu du greenwashing, que de vouloir manifester des intentions autour du recyclage, parce que ça leur permet de continuer à produire massivement des polyoléfines. J'ai pas d'avis très tranché sur la question, mais c'est en tout cas une polémique. On voit des articles dans la presse, notamment aux États-Unis, autour de ces questions-là. Et donc je parlerai aussi un petit peu des techniques émergentes qui permettent de mieux recycler chimiquement les polymères. Alors, je vais juste donner quelques détails supplémentaires par rapport à ce que vous a dit Sébastien. C'est la dépolymérisation thermique du polystyrène et du PMMA. Ça ne marche pas très bien pour le polystyrène. Ça marche mieux pour le polyméthacrylate de méthyle. On revient mieux au monomère dans le cas du MMA que dans le cas du PMMA, que dans le cas du polystyrène. C'est lié à la température plafond, je donnerai les valeurs tout à l'heure, mais c'est aussi une question de sélectivité. Quand on dépolymérise thermiquement le polystyrène, on revient au styrène, mais pas que. Il y a à nouveau d'autres produits de dégradation, et il faut séparer tout ça. Alors, typiquement, polyéthylène, polypropylène, polymères vraiment massivement produits, subissent de la dépolymérisation thermique sans catalyseur, non catalytique, ou bien catalytique. Et typiquement, quand on fait un craquage, une pyrolyse de ces polymères, on obtient un mélange solide, liquide, gaz. Le solide, c'est ce qu'on appelle le coque. Et on a des condensables qui sont des huiles, et qui sont des paraffines, des cycloalcanes, des aromatiques, et puis des incondensables, donc des gaz, et parmi lesquels on retrouve les monomères de base. Mais tout ça doit être purifié, et vous voyez, on travaille à des températures extrêmement élevées, c'est très énergivore, et d'un point de vue de la green chemistry, c'est pas du tout satisfaisant. Il y a des polymères qu'on va éviter de pyrolyser, même si ce n'est pas tout à fait vrai ce qui est dit ici, mais le PVC, par exemple, évidemment, il va libérer du HCl dans l'environnement. On ne préférera pas trop le pyrolyser. D'autres polymères, en fait, la difficulté à les pyrolyser, c'est lié au fait qu'ils contiennent des additifs comme des fibres de verre, et ça peut rendre complexe et à nouveau conduire à des distributions de produits importantes. Donc, on va distinguer en fait la pyrolyse de la gazification. La pyrolyse est conduite à des températures un peu moindres que la gazification, qui, elle, est conduite entre 1200 et 1500 degrés, généralement en présence d'oxygène. Et donc, je répète ici qu'on obtient typiquement un mélange de trois familles de composés, donc en différentes proportions selon justement le procédé. Donc, on peut faire ça en l'absence de catalyseur, et préférentiellement, on va utiliser des catalyseurs à nouveau pour baisser l'énergie d'activation et réduire la dispersion des produits. Les catalyseurs, c'est souvent une catalyse hétérogène, il faut qu'ils résistent à des températures très élevées, donc c'est vraiment de la chimie inorganique. C'est des éolytes, des silicalites, des oxydes de barium, titane, de l'alumine du platine supporté sur de l'alumine. Donc c'est des températures sévères, des conditions sévères. Et il y a des variantes. On peut faire de l'hydrogénolyse, on va mettre de l'hydrogène pour craquer du polyéthylène ou du polypropylène. Et puis on peut aussi utiliser de très fortes pressions pour des procédés de liquéfaction. C'est complexe. On a à la fin ce qu'on pourrait considérer comme un naphtha, en fait, les huiles, c'est-à-dire le même naphtha qui vient du pétrole, mais en vérité, ce n'est pas exactement le même naphtha, parce que celui-là, il est quand même pollué par notamment les métaux, et puis
tous les métaux viennent aussi des réacteurs. Et donc, certains contestent l'idée que c'est vraiment un naphta de même qualité en fait, que celui qu'on trouve directement issu du pétrole. Donc, il y a débat, et donc il y a nécessité de trouver des alternatives. Et je remets ici un petit peu le principe général. Je n'avais pas encore donné la structure des polymères, mais je pense que vous êtes familiers. Donc polyéthylène, polypropylène, PVC, polystyrène, polyméthacrylate de méthyle. Donc ça, c'est censé représenter un pyrolyseur, ça c'est un vapocraqueur, et ça c'est un réacteur d'hydrogénolyse. Donc l'idée, c'est de couper ces chaînes, et puis de faire des plus petites chaînes, des oligomères, et éventuellement des produits à valeur ajoutée. Et ce qui émerge dans la littérature depuis, oui, on va dire une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, c'est notamment, c'est généralement des procédés de catalyse. La photocatalyse, l'électrocatalyse, la biocatalyse, Sébastien en a parlé, et puis le recours à des moulins à billes, ce qu'on appelle le ball milling, qui fait beaucoup de bruit, qui va casser les liaisons carbone, et puis on peut aussi casser les liaisons par l'assistance de micro-ondes. Les réactions élémentaires qui interviennent dans ces processus de clivage des liaisons CC, enfin des polymères à liaison CC, voilà, c'est leur clivage, ça peut être aussi leur couplage. Et si on fait ça de façon extensive, eh ben on va observer de la réticulation, puisque les chaînes vont se coupler entre elles. Et puis on peut aussi, selon le stimulus, ici, on va aussi opérer via des réactions d'oxydoréduction, donc d'hydrogénolyse, si on a de l'hydrogène, des transferts radicalaires, des transferts d'atomes d'hydrogène, j'en reparlerai, puisque c'est des choses qui vont être assez naissantes et qui vont être d'un intérêt pour casser plus sélectivement en fait ces polymères vinyliques. Donc, il y a un domaine notamment qui a émergé, c'est la photocatalyse. Donc, je sais que Louis Fensterbank a fait un cours sur la photocatalyse dans le cadre de sa chaire ici. Et donc, cette photocatalyse qui émane de la chimie moléculaire a été aussi adaptée à la possibilité de dégrader les chaînes polymères. Et c'est ce qu'on a fait très récemment. Donc, en fait, ce que j'ai choisi de faire ce matin, c'est de vous présenter quelques généralités sur les techniques de recyclage et puis d'insérer quelques résultats récents de notre équipe. Donc on a pris du polystyrène et on l'a dégradé photochimiquement. Et donc pour ça, on a besoin d'un photocatalyseur. On n'est pas les seuls à faire ça. Et donc en présence de lumière dans le domaine du visible et en présence aussi d'oxygène. Et ce qu'on a... Donc ça, c'est le dispositif. C'est une lampe Kessil, dont la schématisation est montrée ici. On a absolument besoin d'oxygène pour que ça marche. Et ce qu'on a observé, donc c'est, alors d'habitude, moi, quand je synthétise des polymères, j'observe un déplacement des masses molaires. Donc ça, c'est de la chromatographie d'exclusion stérique. Généralement, ce qui m'intéresse, c'est de me déplacer de la droite vers la gauche, c'est-à-dire je fais grandir mes masses molaires. Ici, c'est exactement l'inverse. On part d'un polymère parent et on le dégrade. Et donc, on chute à des masses molaires qui sont très très faibles, jusqu'à en fait obtenir quoi, de l'acide benzoïque, jusqu'à 40%, et puis un petit peu d'acétophénone. On peut vérifier par RMN ici, avant, après, on voit effectivement l'apparition en RMN au bout de 24 heures de cet acide benzoïque. Et donc, l'innovation qu'on a apportée dans ce travail par rapport à ce qui se faisait précédemment, quand je dis précédemment, c'est quelques mois, quelques années précédemment. Donc, on n'a pas utilisé de métal dans notre système, c'est vraiment des organophotocatalysaeurs, pas d'acide non plus ajouté. On peut opérer avec la lumière du visible, on peut même dégrader ce polystyrène avec un simulateur solaire. Sébastien a mentionné, c'est décrit dans un livre, je crois, des années 60, le polystyrène dans les océans se dégrade avec la lumière du soleil. Simplement, ça prend certainement plusieurs années. Nous, on accélère considérablement ce processus parce que, grâce à ça, le catalyseur ici, je ne l'ai pas mentionné, c'est ce qu'on appelle un acridinium, c'est un catalyseur organique. Et donc, on a pu appliquer en fait ces processus de photocatalyse oxydante sur des déchets de polystyrène, notamment le polystyrène choc et puis le polystyrène expansé. Et bon, je ne veux pas trop vous embêter avec le mécanisme, mais ce qui est important de noter, c'est que le mécanisme qu'on induit par cette photocatalyse, c'est en fait le mécanisme de dégradation oxydatif des polymères très traditionnel, celui qu'on voulait éviter en fait. On sait très bien que les polyolépines se dégradent avec l'oxygène de l'air. Alors c'est des temps très très longs, plusieurs années, et généralement pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On formule les polymères avec des antioxydants, avec des phénols encombrés, des amines encombrés. Et là, cette fois, on force ce destin-là, on force cette photodégradation oxydante. Et donc, ce photocatalyseur, je ne vais pas vous embêter trop avec ça, en fait, quand on le photoexcite, il passe à un état singulé qui peut se réarranger en état triplet, qui est plus stable. Et en fait, ce qu'on a montré en utilisant des réactions modèles, en se servant du cumène comme molécule modèle à la place du polystyrène, c'est que dans l'état excité,
soit singulés, soit triplés, en fait, ces états en fait, réagissent très peu avec le cumène et en fait très peu avec le polystyrène. Donc ce n'est pas un mécanisme de type PET, Photo-Electron Transfer, mais au contraire, en fait, ce qui se passe, c'est que ces états excités, singulés et triplés, réagissent beaucoup plus préférentiellement avec l'oxygène. Et ce qui se passe, en fait, c'est que vous générez ce qu'on appelle des ROS, Reactive Oxygen Species, qui, eux, en fait, vont passer à l'acte et vont arracher, en fait, un atome d'hydrogène sur le polystyrène. Et c'est ça l'étape clé, alors que, généralement, dans la littérature, on trouve que ces acridiniums, en fait, procèdent en chimie moléculaire, généralement par PET. Donc c'était un peu ça aussi, l'originalité, c'est de contrarier un petit peu le mécanisme. Et en fait, le mécanisme, il est montré ici. Vous avez ce H ici, qui est sur les chaînes de polystyrène, et qui va être arraché par exemple, un anion radical superoxyde, et qui va en fait générer ce radical carboné. Et ensuite, on procède à l'oxydation du polystyrène. On va former un peroxyde, qui va ensuite subir, il va récupérer un atome d'hydrogène sur une autre chaîne de polystyrène. L'hydroperoxyde correspondant va ici donner ce radical C au point, et ensuite, ce radical, c'est une étape clé, va subir une réaction de bêta-scission, une réaction de fragmentation, pour générer ici des chaînes polystyrène plus petites, avec ici des fonctions carbonyles aux extrémités de chaîne. Et si vous répétez plusieurs fois ce processus de dégradation oxydante, incluant ces réactions de bêta-scission, vous allez finir par former en fait l'acide benzoïque, un petit peu d'acide formique aussi, et un petit peu d'acétophénol. Donc on a compris ça avec des études modèles, c'est des spectroscopies d'émission, d'absorption avec le cumène, et on montre qu'effectivement, le cumène ne réagit pas avec les états excités, mais c'est plutôt l'oxygène qui réagit avec l'état excité. Donc ça, c'est une première façon de faire, et il y a un engouement considérable sur la photodégradation oxydante des polyolépines, notamment le polystyrène. Le polystyrène, il est assez facile à caractériser, beaucoup plus facilement que le polyéthylène, par exemple. Alors, il y a une autre stratégie. La stratégie initiale, c'est je prends un polymère, je lui applique un stimulus de façon plus ou moins violente et je le coupe en petits morceaux. Il y a une autre stratégie qui est complètement différente, qui est une stratégie en fait amont. C'est un peu ce que disait Sébastien aussi ce matin, c'est on va programmer la dégradabilité du polymère en amont. C'est-à-dire on va utiliser, dès la copolymérisation, dès la réaction de fabrication du polymère, un monomère sacrificiel. Et donc, il y a beaucoup d'équipes qui font ça, notamment en France. Et on va installer comme ça ce groupement orange le long des chaînes, de temps en temps. Et c'est généralement un groupement ester, un groupement thioester, un groupement carbonyle, un groupement disulfure, qui va subir ensuite une réaction de coupure. Et on va couper en petits morceaux ces chaînes. Donc, pour une overview, évidemment, il y a énormément de travaux. Il y a aussi des revues qui ont été publiées dans le sujet. Et donc, j'ai mis le nom des collègues, notamment français, et désolé si j'en ai oublié, et puis ailleurs à travers le monde. Donc, on peut utiliser des monomères qui vont se prêter à un jeu de polymérisation par ouverture des cycles par voie radicalaire. Et les plus fameux d'entre eux, les monomères d'origine qui ont servi à faire ça, c'est ce qu'on appelle les CKA, et puis d'autres monomères. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un comonomère qui va en fait installer, comme chaîne pendante, en fait, par exemple, un chlore, ou un groupement phtalimide, en fait, et qui ensuite, par stimulus, va générer un processus de clivage radicalaire, et il va y avoir ensuite des réactions de réarrangement intramoléculaire conduisant en fait à la dégradabilité du polymère. Donc c'est typiquement des processus radicalaires. Et puis d'autres monomères un petit peu plus spécifiques qui se prêtent plus au jeu de la réaction par métathèse. Il y avait trop d'acteurs dans ce domaine, donc moi j'ai renoncé à m'y engouffrer parce qu'on avait trop de retard. Mais c'est important de signaler cette façon de faire. Une difficulté évidemment, c'est comment se copolymérisent le gris et le orange. Est-ce qu'on a vraiment des polymères statistiques à l'arrivée? Est-ce qu'on a plutôt des gradients de composition? C'est vraiment du cas par cas. La réactivité intrinsèque de ces monomères est à vraiment évaluer. Beaucoup de travaux dans ce domaine. Une autre façon de faire, la troisième façon de faire, c'est de travailler avec un monomère qui va conduire au polymère et puis de revenir en boucle fermée au monomère. Et donc, c'est le retour au monomère, et Sébastien a cité l'exemple de Carbios, donc je ne vais pas reconsidérer ça. Il y a beaucoup de travaux autour de la polymérisation par ouverture de cycle. Donc des lactones, des thioesters, des monomères de type carbonate, des amides cycliques, des disulfures, des acétals, des thioacétals, et beaucoup de monomères, donc avec quelques acteurs dans le monde, que vous connaissez peut-être, et qui effectivement permettent de fabriquer un polymère. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, on travaille en dessous de la température plafond, et puis les polymères ainsi préparés peuvent être dépolymérisés et permettre de revenir au monomère
parce que dans ces conditions, on va travailler au-dessus de la température plafond. La température plafond, c'est la température de laquelle on a un équilibre en fait entre je polymérise de la gauche vers la droite et je dépolymérise de la droite vers la gauche. On a delta G égale 0. Et la température caractéristique s'appelle la température plafond. Et voilà, ici, pourquoi c'est un petit peu plus facile pour le PMMA, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que le PMMA a une température plafond qui est 296 degrés Celsius, alors que le polystyrène, c'est quasiment 100 degrés de plus. Et c'est difficile avec le polystyrène, on est beaucoup moins sélectif. Et ça, donc ça, c'est le PET que Sébastien a montré. Et s'agissant du PMMA, beaucoup de travaux ces 5 dernières années, avec notamment ces acteurs-là, qui ont montré qu'en polymérisant le PMMA par des techniques de polymérisation radicalaire contrôlée, on peut habiller à la fin de chaîne les chaînes de PMMA en fait avec un groupement, ici c'est un groupement dithioester, on peut le faire aussi par ATRP avec un groupement chlore. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de déconstruire le PMMA par le bout de chaîne et surtout d'abaisser en fait cette température de dépolymérisation. Donc aujourd'hui, on sait dépolymériser thermiquement le PMMA en concevant au départ du PMMA par des techniques particulières de polymérisation radicalaire contrôlée. Et ce que je voudrais vous raconter, c'est un petit peu cette même idée de revenir en boucle fermée jusqu'au monomère. Et c'est un travail qu'on a démarré il y a 3 ans avec L'Oréal, dans le cadre du laboratoire commun dont Sébastien est le directeur. Et j'ai le bonheur d'encadrer 2 thèses dans ce cadre-là. Et ce qu'on a montré récemment, c'est que cette famille très particulière qu'on appelle des polymuconates, à quoi s'intéresse L'Oréal, comme beaucoup de compagnies, c'est de combiner naturalité, donc monomère biosourcé, et dégradabilité. Et à vrai dire, en fait, biodégradabilité, c'est plus un secret. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la dégradabilité chimique. Et ces polymères, en fait, sont des analogues en fait, de polyacrylate, mais également de polydiène. Le polybutadiène, ce serait ici avec un CH, enfin en fait un CH2 et un CH2 ici. Donc c'est à la fois des acrylates et des diènes conjugués. Et en fait, cette insaturation va bien nous servir à faire des réactions de post-modification, mais aussi à provoquer la dégradabilité du polymère. Et puis ce qu'on peut faire, c'est jouer sur les chaînes alkyles et jouer sur les propriétés thermomécaniques, notamment la température de transition vitreuse. Cette double liaison, on peut aussi par exemple l'époxyder, on peut faire de la chimie thiol-N. Donc c'est une véritable plateforme qui, par post-modification, permet de varier en fait les propriétés. Et puis, j'ai envie de dire, et surtout, ça c'est quelque chose que malheureusement nous n'avons pas découvert, il y a un groupe aux États-Unis qui a vu ça avant nous, c'est que ici, il y aura une autre fonction ester latérale, et on a une liaison CC en fait qui est un petit peu plus longue que la liaison CC standard, 1,54 angstrom, et le fait de rallonger cette liaison rend ce polymère fragile thermiquement, et ça va permettre en fait son recyclage, comme je vais le montrer dans quelques instants. Juste dire que la polymérisation que nous avons mis en œuvre pour polymériser ces monomères, donc ces monomères en fait on les appelle des muconates d'alkyle. Donc voilà, ce sont des diènes conjuguées mais polaires. Et donc c'est une polymérisation qui se fait en 1,4. Et la polymérisation particulière, c'est ce qu'on appelle la polymérisation par transfert de groupe, qui a été découvert dans les années 80. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je n'ai pas le temps. C'est une sorte de polymérisation anionique. On a besoin d'un catalyseur, c'est un catalyseur phosphazène, et d'un amorceur, c'est la molécule bleue. Le catalyseur ici va activer cette liaison oxygène-silicium, et puis ça, en fait, c'est ce qui va mimiquer la chaîne en croissance. Et donc ça, c'est le produit de monoaddition, et quand on continue la polymérisation, on a un magnifique polymère, et quand on l'hydrolyse, eh bien, on n'a plus rien, enfin, si ce n'est une liaison CH, donc c'est une polymérisation qui n'utilise pas de soufre, pas de métal, pas d'agent halogéné, et surtout, dans nos conditions, en fait, c'est des vitesses réactionnelles extrêmement élevées, en quelques minutes, on va vraiment à 100% de conversion. Et on a des polymérisations qui sont très très bien contrôlées. Donc quelques preuves expérimentales, donc on a appliqué ça sur différents polymères. Donc on peut varier, comme je le laissais entendre, le groupement alkyle, éthyle, isopropyle, N-octyle, terbutyl, et donc on va varier les transitions vitreuses. Et puis on peut faire de l'ingénierie macromoléculaire, des copolymères à blocs, diblocs. Ici, on les appelle DOM, diterbutyl. On peut faire l'inverse, on peut faire DOM-DEM, DEM-DOM, et puis on peut faire des triblocs. Bref, on peut faire de l'ingénierie macromoléculaire comme on le fait avec les autres méthodes de polymérisation. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces polymères? C'est on peut les recycler en boucle fermée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est on a vraiment, c'est ce que voulait dire Sébastien ce matin, c'est on a intégré dès la synthèse cette double liaison dans nos polymères qui va permettre sa dégradation. Et on a véritablement un recyclage en boucle fermée. Vous chauffez ce polymère à 250 degrés dans le diphényléther et vous restituez ici le monomère solide. J'ai oublié de dire, les monomères sont solides, vous pouvez les repolymériser par GTP, et ainsi de suite. C'est vraiment un système en boucle fermée, et cette plateforme de polymères est, selon moi, et selon L'Oréal aussi, assez prometteuse à différents points de vue. On peut rendre solubles dans les solvants organiques ces polymères, ou bien solubles dans l'eau, selon la nature du groupement R.
Une autre façon de faire, c'est de faire de l'upcycling, c'est-à-dire on va ici opérer par une réaction d'ozonolyse. On trouve des ozonolyseurs en fait, dans les stations d'épuration. Et ici, on ne revient pas au monomère, on revient en fait à un produit peut-être à valeur ajoutée, qui est un diacide diester. Et on voit ici à nouveau la dégradation chimique de la gauche vers la droite du polymère qui se dégrade en formant ici en quelques minutes, vous voyez 10 minutes, ce produit à valeur ajoutée. Une dernière méthode en fait, qui vise à surcycler les polymères, c'est la bonne vieille méthode de post-modification chimique des polymères, qui est en fait super connue depuis très très longtemps. On prend un polymère et puis on introduit des groupements fonctionnels. Si on réfléchit un peu à cette façon de faire, il y a plein de polymères qui sont fabriqués comme ça, industriellement. Par exemple, le polyalcool vinylique, il est le résultat en fait, de la méthanolyse du polyacétate de vinyle. Les fibres de carbone sont issues de la dépolymérisation thermique en fait, du polyacrylonitrile. L'acétate de cellulose, c'est la modification chimique de la cellulose, etc., etc. Vous pouvez par exemple prendre du PVC et le surchlorer, parce que dans les tuyaux de canalisation, en fait, le PVC tout seul, il va se dégrader avec l'eau chaude. Donc si vous surchlorez avec Cl2, vous allez en fait renforcer les propriétés, vous allez renforcer la résistance à la chaleur en fait, du PVC. Et donc ce n'est rien d'autre que l'introduction de groupements fonctionnels le long des chaînes. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire ça sur des polyoléfines, à nouveau polystyrène, polyéthylène. Et donc, il y a à nouveau des travaux qui ont émergé avec des revues que je mentionne ici. Et un exemple, c'est celui de Alexanian et de Leibfart, c'est d'avoir modifié en fait, du polyéthylène avec un agent fonctionnel, ici, qui va être un peu l'arracheur de dents. En fait. Ici, ce qui va se passer, par réarrangement, cette molécule va donner un radical N point. Et ça va bien matcher avec la liaison CH. Donc ce radical N point va facilement, plus ou moins facilement arracher ce CH. Vous allez générer le radical carboné ici, et ensuite vous allez introduire le groupement X qui va se positionner. Et il suffit d'en mettre un peu pour modifier assez notablement en fait, les propriétés physico-chimiques, thermomécaniques par exemple, du polyéthylène. Et c'est une voie radicalaire. Et ça a été pour nous une source d'inspiration, et on a travaillé dans ce cadre-là avec Yannick Landé à l'ISM. Et on a pris en fait un composé commercial très simple qui s'appelle terbutylnitrite et qui en fait se décompose. Alors il faut le faire avec un photocatalyseur. Il va conduire en fait à un radical transitoire qui va servir d'arracheur de dents pour arracher ce CH et conduire au radical C point. Et en fait, la contrepartie, c'est que le radical NO point qui se forme est persistant. Donc il va venir fixer en fait et intercepter ce radical C point, et vous allez introduire cette fonction nitroso. Et en fait, il y a un phénomène de tautomérie, et ce qui se passe, c'est que c'est la formation d'une oxyme, qui est connue, cette réaction, elle est super connue en chimie moléculaire. C'est comme ça qu'on fabrique l'epsilon caprolactam, par exemple. Mais curieusement, ça n'avait jamais été appliqué sur du polyéthylène. Donc bon, ça nous a beaucoup intéressés, on a breveté ça, on essaie de publier ça. Et donc c'est une chimie radicalaire qui n'utilise pas de métal, qui travaille à la lumière du visible et qui est applicable à différents grades de polyéthylène. Et c'est vraiment un principe d'activation CH, très couru en chimie moléculaire. Et qui plus est, on peut conduire ça dans une extrudeuse et faire de l'extrusion réactive. Donc ici, je vous donne quelques preuves, mais je ne vais pas le détailler parce que le temps passe, je vais devoir m'arrêter. Donc on peut vérifier qu'effectivement, les oxymes, ça se voit à travers ici les CH2 en alpha de cette fonction oxyme, on les voit bien apparaître ici après modification. Et ici, on caractérise le polyéthylène dérivé par chromatographie d'exclusion stérique. On est à haute température dans le trichlorobenzène. Le polyéthylène, il n'est pas soluble dans tout, c'est un peu le problème. Et on peut moduler les propriétés de surface du polyéthylène une fois qu'on l'a modifié, et on va aussi en DSC observer une chute du taux de cristallinité, par exemple. C'est un moyen, en quelque sorte, de fragiliser le polyéthylène et éventuellement ensuite de le dégrader. Et donc j'ai presque fini, parce que justement, cet oxyme, c'est quoi? C'est un alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un alcool? On peut l'estérifier, on peut l'uréthaniser. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On peut introduire du polyoxyéthylène, on peut introduire ici une chaîne grasse, on peut introduire ici un groupement pentafluorophénol. Et donc, et ça, bien sûr, ça va hydrophober le polyéthylène correspondant, ou alors avec un CF3. On peut aussi, tout simplement, par un traitement avec de l'acétone, carbonyler le polyéthylène. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché. Les gens qui cherchent à faire ça, généralement, ils s'y prennent autrement. Ils copolymérisent l'éthylène avec du monoxyde de carbone. Les travaux de Stéphane Making, par exemple. Et ça, ce polyéthylène carbonylé, c'est l'espoir de faciliter sa dégradation, parce que vous allez faire une réaction de Baeyer-Villiger qui va introduire des esters dans la chaîne, et ensuite, vous pourrez la dégrader. Donc, je vous passe
toutes ces caractérisations. Donc, on a fait des angles de contact pour évaluer les propriétés de surface, les propriétés thermiques. Donc ici, vous avez des codes qui correspondent à tous ces produits-là. Et c'est juste pour dire qu'on peut manipuler les propriétés thermomécaniques qui se reflètent ici à travers des tests mécaniques sur les différentes familles de polyéthylène. Généralement, on a tendance à fragiliser ce polyéthylène une fois qu'on a introduit des groupements fonctionnels, mais ça dépend ce qu'on introduit, parce que quand on introduit par exemple des fonctions ester, comme ici, ou des fonctions uréthane, eh bien on renforce. Ça fragilise par rapport au polyéthylène parent, mais ça va renforcer. Et donc c'est des choses qui doivent s'évaluer au cas par cas. Donc voilà, je vous ai résumé les 4 façons de faire. Donc la méthode, je vais dire ancienne, de pyrolyse, de craquage, qui est... Je pense que les premiers travaux viennent des années 50, 60, très décriés aujourd'hui parce que c'est très énergivore, avec des alternatives émergentes, recours à la photocatalyse, à la biocatalyse, au micro-ondes, etc. La conception de monomères et de polymères correspondants qui peuvent être polymérisés et dépolymérisés en boucle fermée. Souvent, ça nécessite des efforts de synthèse en amont. La copolymérisation, qui est une méthode amont, pour introduire le groupement dégradable dans les chaînes, et puis la post-modification qui aide, qui prépare le polymère à être dégradé. Mais déjà le polymère, avant même qu'il soit dégradé, on peut lui donner une nouvelle valeur, une valeur ajoutée. Et donc, voilà, je vais juste conclure en disant que c'est assez controversé, ces problématiques de recyclage chimique. Ce n'est pas une technologie qui est encore mature sur le plan industriel, mais il y a des efforts qui sont faits et beaucoup d'initiatives, y compris accompagnées par le monde industriel. Et on voit fleurir beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives à l'échelle nationale, régionale, pour que effectivement, les polyméristes enfin s'intéressent à la possibilité, une fois qu'on n'en a plus besoin, de dégrader ces polymères. Voilà, je voulais à nouveau remercier Sébastien, Christophe qui est parti, d'avoir partagé cette matinée, et puis les étudiants qui ont contribué, et puis les collaborateurs. Donc le travail avec L'Oréal, avec Thomas et Émilie, Anne-Lise. J'ai oublié de citer Dario Bassiani, qui est aussi un collègue de l'ISM, qui est un expert en photophysique, photochimie. Yannick Landais, avec la thèse de Lucie Cluzot, et j'ai le plaisir de coordonner un grand projet de recherche qui s'appelle Post Petroleum Materials à l'Université de Bordeaux. Et c'est aussi grâce à ce projet que je me suis lancé depuis 3-4 ans dans la possibilité de regarder, d'un point de vue méthodologique, en fait, la dégradation des polymères récalcitrants. Désolé pour le retard et merci beaucoup pour votre attention.